Alors, je vous propose d'agréger la séance de questions à la séance finale. Donc je vais inviter maintenant à me rejoindre les discutants de cette séance. Donc je vais demander à Jean-Pierre Corbeau de... Voilà, merci de me rejoindre. Et voilà, je vais vous laisser arriver. Allez-y. Donc, asseyez-vous. Mettez-vous là si vous voulez. Moi, je vais me remettre au bout. Non, c'est bon, pas de problème. Oui, mettez-vous là. Et donc voilà, donc Jean-Pierre Corbeau et Catherine Beaumont. Donc Jean-Pierre Corbeau, vous êtes sociologue de l'alimentation. Catherine Beaumont, vous êtes responsable de la délégation recherche, de la commission recherche. Vous me corrigez si je me trompe. D'accord. Et donc, on va lancer la discussion sur cette dernière séquence. On peut peut-être voir si vous avez des questions à poser. On peut commencer à élargir un petit peu, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous n'avez pas pu poser sur les séquences précédentes? Oui, là-haut, je vois qu'il y a une question déjà. Juste à gauche. Bonjour. Alors, ce serait une question pour Florence Sachez-Leroy. Donc, est-ce que l'amélioration de la durabilité des aliments pourrait remédier à nourrir toute la population en perpétuelle augmentation? Est-ce que vous pouvez répéter le début de la question et parler un tout petit peu moins fort, parce que vous parlez trop fort et on n'entend pas bien. Est-ce que l'amélioration de la durabilité des aliments pourrait remédier à nourrir toute la population en perpétuelle augmentation? Alors, ce que vous voulez dire, c'est est-ce que si on conservait correctement les aliments, c'est ça, on pourrait nourrir toute la population? Écoutez, c'est une vaste question à laquelle je suis totalement incapable de vous répondre parce que ce n'est pas mon champ de recherche et de réflexion. Je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, certes, la conservation, mais après, il y a l'acheminement des denrées et puis l'économie, c'est-à-dire à quel coût, par qui et comment. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Ce qu'on dit simplement aujourd'hui, c'est qu'on gaspille beaucoup d'aliments et qu'on pourrait nourrir tout le monde sans problème. Mais au-delà de ça, je n'ai pas de réponse. Et est-ce que, peut-être en lien avec cette question, est-ce que dans nos pays, ça s'est bien documenté, dans les pays qui ont mis en place la conservation par apertisation, ensuite avec les boîtes de conserve, est-ce que ça a été quelque chose qui a apporté beaucoup à la conservation? Enfin, je veux dire, tout le monde, et aujourd'hui, est-ce qu'on en est tous au même niveau de conservation des aliments? J'imagine que non, enfin, en fonction des pays. Alors, je crois qu'il est important de rappeler que la boîte de conserve, elle est née de la volonté, enfin, d'une demande de Napoléon Ier, qui voulait conserver qui voulait trouver une bonne façon de conserver les aliments pour pouvoir nourrir ses troupes partout où il allait. Donc, un problème de stratégie militaire. Et cette question, elle est très souvent liée à des circonstances, je dirais, paroxystiques, pour reprendre certains mots compliqués, où on a besoin de conserver durablement des aliments pour éviter des situations de famine ou de manque d'aliments. De fait, la boîte de conserve a été d'abord développée, mais avant la boîte de conserve, il y a d'autres types de conservation, c'est-à-dire qu'il y a le sel qui permet de conserver, il y a la dessiccation, c'est-à-dire qu'on assèche les produits, ça peut être des produits, ça peut être du poisson, ça peut être des fruits. La science, elle a permis de mettre au point d'autres formes de conservation et la technique aussi. Donc il y a le froid. Donc on conservait déjà dans des glacières au XVIIIe siècle. Il y avait des procédés, je dirais, empiriques de conservation. La mise au point du réfrigérateur puis du congélateur a permis de développer un nouveau type de conservation et de développer des immenses stocks de réfrigération et de congélation sur des zones dites stratégiques. Donc ça pouvait effectivement être sur des zones de population qui n'avaient pas suffisamment à manger. Mais je reviens à la période des guerres, parce que vous voyez toutes les périodes de famine que l'on voit aujourd'hui, qui sont dramatiques, sont souvent quand même liées à des conflits politiques, des conflits armés, et non pas à un manque de production. C'est-à-dire que les agriculteurs ne peuvent plus produire parce qu'il y a un conflit, et non pas parce qu'ils ne sont pas capables de produire. Donc cette question de la répartition de l'alimentation, elle est bien au-delà des simples procédés de conservation. Merci.
Une question ici. Oui, bonjour et merci pour cette rencontre multidisciplinaire dont cet aspect justement de rencontre des différentes disciplines est absolument passionnant. Alors je voudrais faire à la fois une remarque et une question sur la question de la causalité, c'est-à-dire de la relation de cause à effet qui permet de mettre en évidence la responsabilité entre un produit en tant que perturbateur endocrinien ou toxique et son effet dans la population. Parce que, contrairement, par exemple, aux effets d'un médicament désiré ou non désiré, qui peut être mis en évidence par finalement une étude clinique portant sur 2 populations de 500 patients pendant 1 an, en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens ou les toxiques, pour mettre en évidence, par exemple, je sais pas moi, l'effet cancérigène d'un pesticide ou quelque chose comme ça, on est obligé de s'en remettre parce que, justement, quand vous parliez de l'équation danger par exposition, l'exposition étant beaucoup plus faible, on est obligé de s'en remettre aux résultats multiples et convergents de beaucoup d'études épidémiologiques pendant une grande durée d'exposition et sur un grand nombre de personnes, de populations. Alors ceci demande généralement des années, voire des dizaines d'années, pendant lesquelles même quand il y a une forte présomption, les industriels, par exemple, peuvent contester ces effets toxiques. Et je voulais savoir, de ce point de vue-là, quelles sont vos différentes positions et est-ce qu'on peut réduire cette durée entre la présomption d'un effet toxique d'un perturbateur endocrinien sur la fertilité, par exemple, ou un effet cancérigène d'un toxique, et puis la démonstration qui permet aux autorités publiques de prendre une décision quasi politique sur l'utilisation du produit. Ouais, je vous laisse répondre. Non, allez-y, oui, j'avais demandé qui voulait répondre, mais je vois que vous avez... Je crois, j'avais compris que ça s'adressait à moi. En fait, de plus en plus, on peut faire des études in vitro ou sur des animaux pour prévoir. Donc, à chaque fois qu'il y a une suspicion, effectivement, les études soient... c'est vrai que les études épidémiologiques sont les plus significatives, mais effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, vous ne pouvez jamais étudier un seul produit à la fois. Et si vous étudiez un seul produit, ça peut être très long. Donc, d'autant plus qu'il y a des effets cocktails. Alors, pour les effets cocktails, il faut effectivement prendre en compte les mécanismes. Quand des molécules, bon, j'ai cité là, c'est parce que c'était le plus simple, toutes les molécules qui pouvaient agir sur les récepteurs de l'estradiol, par exemple. Donc, vous avez vu qu'il y en avait une longue liste. Et donc, à partir du moment où toutes ces molécules agissent par le même mécanisme, on peut en induire quand même un certain nombre d'informations et que donc des études beaucoup plus limitées en taille de population ou en longueur d'exposition peuvent permettre de se faire une idée, de dire que toutes les molécules... Je citais l'exemple, par exemple, des gens qui avaient étudié les autres bisphénols après avoir éliminé le bisphénol A. C'est typiquement le genre de choses qu'on pouvait éviter de faire parce que il était évident que ça allait fonctionner de la même manière et que donc il fallait soit bien étudier la manière d'abaisser les taux de bisphénol. Donc, en vous écoutant, je me demandais, vous parliez du plastique qu'on pouvait passer au micro-ondes et je me demandais du coup si le bisphénol pouvait être dégagé de cette manière-là. Donc c'est peut-être un truc à faire. C'est ce qu'on a suspecté dans les biberons des bébés, en fait. Comme les biberons sont réchauffés au micro-ondes. C'est ce qui avait été suspecté pour les biberons aux États-Unis, c'est-à-dire que les parents réchauffant le lait dans le biberon, dans le micro-ondes, il y avait une contamination. Mais c'était suspecté ou ça a été prouvé? Comment? C'était suspecté ou prouvé? Je l'ai lu dans un article d'une historienne, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé sa source. Parce que souvent, effectivement, on arrive à dire... Enfin, on lit beaucoup d'articles non scientifiques où on part sur des considérations où ça paraît de bon sens, mais où ça ne l'est pas forcément au plan scientifique. Oui. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on peut se poser la question et de faire une étude pour voir si l'effet perturbateur endocrinien va être plus fort après avoir fait passer les molécules dans le sang.
Dans le champ, pardon, Oui. dans le contenu. Moi, je voulais juste réagir sur la question des cobayes et des cohortes, parce que tout le XXe siècle, ce que l'on voit, c'est comment on a essayé de fixer le modèle des essais. Donc moi, dans ce que j'ai lu au début sur les travaux sur l'aluminium, on utilisait des chiens, des chats, des rats, puis quelquefois des jeunes hommes de temps en temps. Et puis progressivement, on voit se fixer une norme sur le rat blanc albinos. Et puis on voit les scientifiques, certains laboratoires élever eux-mêmes leurs rats pour être sûrs de l'alimentation, et jusqu'à aujourd'hui où finalement les variétés de souris, enfin où les générations de souris sont parfaitement contrôlées. On a une traçabilité absolument remarquable, et je crois qu'on ne soupçonne pas les progrès qui ont pu être faits et qui sont déterminants aussi pour justement comprendre à moyen et long terme les effets de certaines substances. Et ce que je voyais aussi, c'est que à certains moments, on se contentait de résultats sur des animaux pendant 3 semaines, ce qui était largement insuffisant, que progressivement, on a imposé des durées minimum, et puis maintenant, on est sur des générations pour avoir un peu une idée à moyen et long terme d'effets de certaines substances. Donc ça, c'est aussi un des aspects qui est important, je crois, de souligner. Oui, merci. Vous parliez tout à l'heure de l'effet cocktail. On peut peut-être rapidement en dire 2 mots, expliquer ce que c'est. Donc c'est le fait que des molécules vont agir en synergie quand elles sont présentes dans un mélange qu'on absorbe. Si on est exposé à différents perturbateurs endocriniens, on peut se retrouver avec des molécules qui ont des effets différents quand elles sont ensemble de chaque molécule prise individuellement. C'est ça. Oui, alors les effets peuvent être effectivement synergiques, comme vous l'avez dit, mais ils peuvent être aussi simplement additifs s'ils utilisent la même voie de signalisation. Bon, prendre l'exemple par exemple du récepteur en corps de l'estradiol, si plusieurs molécules sont ajoutées les unes aux autres et qu'elles passent toutes par la même voie, ça va être simplement additif. Mais vous pouvez avoir des effets qui soient synergiques si en passant par 2 voies différentes, une première voie va avoir un effet favorable favorable du point de vue mécanistique sur l'expression ou sur la puissance de la réponse par l'autre voie. Donc ça devient donc synergique, ce qui veut dire que c'est une espèce de multiplication et non plus une addition des effets l'un par l'autre. Donc les effets cocktails sont extrêmement difficiles à étudier parce que forcément on est entouré de tas de produits, naturels ou pas, qu'on va ingérer soit par la respiration, soit par l'alimentation, etc. Et donc, c'est pratiquement impossible d'isoler vraiment. Et donc, seules les études épidémiologiques peuvent y arriver, mais en essayant de dire, ben voilà, telle population qui habite dans telle région où il y a beaucoup de produits toxiques. Moi, j'avais eu à expertiser un article où les gens comparaient des effets de perturbateurs endocriniens donc c'était en Italie, donc au centre de Naples et dans la périphérie. Et donc, il disait dans la périphérie, il y a des décharges de produits électroniques et autres. Et il disait, dans cette région-là, ces gens-là sont plus amenés à avoir telle et telle pathologie. Sauf simplement que dans cette région-là, ils étaient beaucoup moins riches, mangeaient beaucoup moins bien, les cas d'obésité étaient beaucoup plus forts. Et donc, en fait, il y avait des tas d'effets confondants qui étaient parasites par rapport à l'étude et qui ne permettaient pas de vraiment conclure. Et donc, du coup, c'est extrêmement difficile à étudier si on veut tenir compte vraiment de l'ensemble de l'environnement. Et ça, c'est quasi impossible, mais il faut essayer d'y tendre si on peut. Oui, c'est une des grosses limites d'ailleurs de ces études sur les perturbateurs endocriniens, enfin de l'étude des perturbateurs endocriniens, et c'est aussi quelque chose derrière quoi se cache souvent ou se retranche souvent l'industrie et les industriels. On l'a vu sur d'autres problèmes comme le tabac, comme il y a une certaine, l'expression est un peu à la mode en ce moment, il y a une certaine fabrique de l'ignorance aussi qui fait qu'on va semer un peu le doute en disant mais on est exposé à énormément d'autres facteurs. Alors je dis pas du tout que c'est systématique, mais c'est vrai que c'est tellement complexe d'étudier tous ces effets-là qu'on a beaucoup de mal à démonter ces discours-là aussi quand ils sont pas... Oui, mais à l'inversement, il ne faut pas non plus fabriquer du doute à tout. Oui, tout à fait. Ouais, donc, je dirais que c'est dans les 2 sens que ça peut être, effectivement. Donc c'est pour ça que ma dernière phrase, c'était vraiment connaître les mécanismes, avoir une approche la plus scientifique possible. Alors c'est peut-être un vœu pieux, mais bon, on peut toujours avoir
Mais effectivement, arriver à avoir une connaissance, je dirais, désintéressée. On n'est pas industriel, nous, hein, donc avoir une connaissance désintéressée pour amener des informations qui pourraient être utiles aux uns et aux autres. Et justement, à ce sujet, et après je repasserai la parole à la salle, mais j'ai encore une petite question en rapport avec ce qui vient d'être dit. Vous évoquiez pendant votre présentation la difficulté de trouver des archives. Et est-ce que le secret industriel, le fait que beaucoup de choses ne sont pas rendues publiques de ce qui se passe dans les laboratoires des industriels, a posé problème dans vos travaux, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas un problème particulier ? Alors, ce qui pose problème, c'est surtout les recherches très contemporaines. Donc moi, je travaille sur le passé, et je ne suis pas venue sur des périodes où j'avais ce souci-là. Dans les problèmes qu'on peut, auxquels j'ai pu être soumis, c'était plutôt la période de la Seconde Guerre mondiale et des questions de collaboration, y compris scientifique d'ailleurs, où là les entreprises peuvent être assez frileuses. Mais je crois que c'est aussi un point de vue très français que de fermer ces archives à la recherche. Alors pas que français, mais bon, certains. Aux États-Unis, les entreprises sont beaucoup plus libérales sur l'accès à leurs informations. Merci. Est-ce que vous... Juste, pardon, je voudrais juste revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit là. Je pense qu'on est, comme ça a été dit, dans un endroit pluridisciplinaire, et que c'est justement peut-être intéressant de voir comment l'effet cocktail, c'est quelque part l'équivalent de la complexité qu'on découvre, nous, dans les sciences humaines. C'est-à-dire qu'il faut faire un parallèle, même plus, entre justement sciences humaines et, disons, sciences médicales, biologiques, etc., par rapport à ce qui a été dit par le professeur Debré au départ. Plus la science progresse, je dirais, plus justement on va être, je dirais, paradoxalement dans les incertitudes, parce qu'on arrive à avoir des complexités. Alors c'était... est-ce qu'on se satisfait d'une enquête épidémiologiste? Est-ce qu'on se satisfait d'une raison physiologique? On s'aperçoit qu'à chaque fois, plus nous progressons, plus enfin, je ne vais pas redire, je commence à savoir que je ne sais rien, on ne va pas aller jusque-là, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que la complexité est quelque chose qui est important. Et qu'in fine, c'est vous qui en avez parlé dans votre exposé, qui avez prononcé très rapidement, mais je trouve que c'était très intéressant. Le problème de la confiance. Il y a un moment, on est finalement, il y a, de tout ce qui a été dit ce matin, je dirais qu'il y a comme une sorte de sous-texte, il y a le problème de la confiance. Est-ce qu'on fait confiance ou est-ce qu'on ne fait pas confiance? Et comme pratiquement tout ce que vous nous avez donné ce matin, c'était... alors, par rapport à votre exposé, je reviendrai, vous n'avez pas évoqué, c'est pas du tout un reproche, vous ne pouviez pas tout faire, j'ai trouvé tous les exposés brillants, mais... il y a tout le problème de la logistique. Et la logistique, ça ramène à des choses qui sans doute vont être évoquées tout à l'heure ou demain. La localisation, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement, c'est l'éloignement entre le lieu de production, le lieu de consommation et éventuellement des médiatisations de transformation qui se font, qui pose le problème du contenant, qui pose le problème de la rentabilité. Donc l'aluminium, vous n'avez pas dit, mais l'aluminium, c'est léger, comme le plastique pour transporter les liquides, ça va être léger si on transporte dans du verre. Bon, c'est tout le problème, même des bouchons, enfin d'un certain nombre de choses où on voit comment, en réalité, quand on a des flux commerciaux qui augmentent, il y a des notions de profit qui vont arriver et qui, in fine, je dirais des acteurs économiques que nous ne connaissons pas, vont prendre des décisions qui peut-être échappent aux politiques. Bon, c'était des choses... Je ne suis absolument pas dans le militantisme quel qu'il soit. C'est simplement une réflexion de sociologue qu'il faut avoir et qui me semble importante, quoi. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'était des choses que je voulais dire et qui font un petit peu la synthèse de ce que j'ai entendu, moi, comme sociologue, à travers ces trois exposés. Il y a le problème de la confiance. Paradoxalement, Bruno, toi, la confiance, c'est toi, est-ce que tu as confiance dans ce qui a été écrit? C'est-à-dire que finalement, c'est dans le regard de celui qui restitue le métalangage que se pose la confiance. Et c'est, à mon avis, passionnant. Voilà. Merci, c'est vrai que c'est essentiel, on l'a vu ces dernières années, ces 2 dernières années en particulier, la question de la confiance a des implications importantes. Oui, une question par là. Oui, c'est que tout à l'heure, c'est une question pour Florence Haché-Leroy. Tout à l'heure, quand vous avez parlé, vous avez évoqué le sujet de la régularisation internationale, vous avez parlé
de l'apparition des doses journalières, et j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Alors, ça veut dire qu'en fait, on essaye de déterminer la quantité minimum à laquelle une personne est soumise à une substance. Donc, ou maximum, pardon. Donc, autrement dit, vous avez tant de taux de sel, par exemple, par jour, qui est fixé, au-delà de laquelle le sel peut devenir dangereux pour la santé. Cette dose journalière, elle est très utile pour, après, réglementer la fabrication des produits agroalimentaires, notamment. Donc, c'est là-dessus que toute l'industrie agroalimentaire va se fixer. Et en fait, l'OMS cherche à recommander des doses journalières acceptées pour une quantité de substances. Donc ça va du milligramme au gramme, enfin, en fonction de... Alors cette dose journalière, elle est au poids par personne et avec des différences entre hommes et femmes, hein, bien évidemment. Et puis bien sûr, les bébés, c'est encore autre chose. Est-ce que c'est clair? Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est vers Bruno que je voudrais me tourner, parce que tu nous as présenté Agnès Sorel qui a cette peau blanche, et puis tu nous as parlé de mercure, et j'aimerais t'embarquer un petit peu sur le fait que le mercure, si je ne me trompe, c'est aussi quelque chose qui était utilisé sur le plan cosmétique pour blanchir la peau. Alors, est-ce que c'est une intoxication ? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'effet aussi peut-être d'un anti-ascaridien ou véritablement d'un empoisonnement? Voilà, c'est la question que je me pose à t'entendre. Alors, j'ai pas de réponse. J'ignorais cet usage du mercure, qui a beaucoup d'usages dans la pharmacopée. Il se trouve qu'on va lancer un programme d'études, alors plutôt sur les parfums, mais qui va nous amener à réfléchir à toute cette littérature des recettes de secrets qu'on a à partir du XVe siècle. Donc on mettra ça en priorité, déterminer comment on arrive à avoir une peau blanche. Alors on est exactement à l'inverse des critères esthétiques actuels, comme on sait, ça s'est retourné au XXe siècle. Voilà. Mais ce qu'on recherche, ce qui manifeste, enfin ce qui représente l'excellence sociale, c'est d'avoir la peau très blanche. Voilà. Merci. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Ah oui. Oui, simplement pour dire, mais on y reviendra peut-être à une autre occasion, que là nous parlons de risque toxicologique et pas du risque microbiologique, puisqu'on y reviendra par ailleurs. Mais enfin, il faut avoir ça quand même, que nos jeunes collègues aient ça présent à l'esprit. Alors, je voudrais poser une question qui s'adresse aussi bien à Florence Hachès qu'à Jean-Pierre Corveau, et qui concerne finalement le contenant et le goût. Y a-t-il, parce que j'en vois à travers le vin, quand on dit qu'on fait vieillir le vin dans des barriques, quelle est la relation finalement entre l'utilisation de certains contenants et l'évolution du goût? Alors, vaste question. Merci de l'avoir posée. Je ne vais pas vous donner une réponse globale. Ce que je peux vous dire, c'est que le contenant influe effectivement le goût du contenu. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur le vin, même je n'ai même pas travaillé sur le vin. En revanche, au travers de la boîte de conserve, on voit cette question se poser, parce que la boîte de conserve, le fer donne un goût de fer aux aliments. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les soldats n'aiment pas les boîtes de singe, comme ils disent, de viande, parce qu'on a ce problème-là. Ça, c'est pour la période entre-deux-guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il y a un tellement gros travail sur la qualité, le goût, mais la texture des aliments qui est fait grâce aux additifs alimentaires, que c'est, je pense, au cœur des stratégies des entreprises agroalimentaires. Vous avez des grandes marques de surgelés, par exemple, qui travaillent beaucoup là-dessus. Le surgelé a permis justement de mieux conserver les aliments, enfin, d'avoir une restitution de l'aliment quand il décongèle nettement meilleure que la congélation pure, parce que c'est un procédé d'évaporation qui est mieux maîtrisé. Mais la question auquel ça renvoie, c'est comment est-ce qu'on définit le goût des consommateurs et la confiance des consommateurs. Les deux sont liés. Or ça, c'est compliqué de le définir.
Moi, dans tout ce que j'ai vu, je dirais jusqu'aux années 1960, ce sont les industriels qui décident de ce que doit être le goût des consommateurs. Ils définissent, j'ai envie de dire, le goût des consommateurs avec leur propre intérêt et le coût des aliments. Globalement, je pense que l'équation, elle est là, c'est on produit des choses alors, qui sont mangeables à un coût qui est le plus réduit possible. Depuis les années 1960 en France, parce que la situation aux États-Unis n'est pas la même, le poids des associations de consommateurs est devenu beaucoup plus importante. Le goût, il passe aussi par la question de l'innocuité des aliments. Des associations de consommateurs comme 60 millions de consommateurs ou Que Choisir, ou un laboratoire de ces associations a beaucoup travaillé pour sensibiliser les consommateurs au fait qu'un aliment qui n'était pas forcément très coloré, avec une apparence pas forcément très sexy, à l'inverse, pouvait être très bon du point de vue nutritif et que c'était ça qu'il fallait promouvoir. Cette question du goût, elle passe aussi par la question de la nutrition et de la construction de la confiance des consommateurs. Donc l'emballage... En fait, si les entreprises agroalimentaires, elles bougent leurs pratiques en fonction des demandes des consommateurs qui passent par les associations de consommateurs, en fonction des risques qui sont perçus. Alors, je vais retourner aux États-Unis pour dire, par exemple, que... Très paradoxalement, dans les années 60, sur une étude de consommateurs, les consommateurs expliquaient qu'ils avaient peur des emballages en verre, mais qu'ils plébiscitaient les emballages en plastique, parce que c'était une époque où les emballages en verre se cassaient, et que quand on récupérait les aliments, effectivement, on pouvait avaler des morceaux. Vous voyez que 40 ans plus tard ou 60 ans plus tard, ça s'est inversé. Le verre est vécu comme beaucoup plus sain, d'abord parce qu'il est plus sûr, il ne se casse plus, alors que les plastiques sont vus comme, eux, beaucoup plus dangereux et discutables. Donc cette construction du goût, elle est vraiment difficile à saisir au fil du temps et elle mêle des paramètres à la fois d'histoire des techniques, d'histoire des sensibilités qui sont tout à fait évolutifs au fil des lieux et des périodes. Oui, sans monopoliser, j'ai essayé d'être court. Je pense que vous avez posé la question sur le vin et c'est un bel exemple. On va y voir un contenant qui aura une incidence sur le goût proprement dit, puisque dans les années, disons, 60-70, quand on a été vers des goûts du consommateur ou prétendus tels pour des vins légers, avec des goûts de fruits, etc., qui sont apparus, on a eu les cuves en inox, et donc toutes les fermentations se faisaient dans les cuves en inox, par exemple. Et les gens qui avaient des fûts, la modernité, c'était d'acheter de l'inox aussi bien dans la région que dans d'autres régions, etc. Et puis, avec Parker, et une nouvelle conception d'un nouveau goût du vin où le boisé va arriver, où on va retourner à des vins tanniques, etc. On a vu comment le contenant qui a une incidence logique sur le goût, sur la fabrication du vin, avec la fermentation, va faire qu'on va rechercher à nouveau des vieilles foudres, des vieux bois, et on va même, de façon pernicieuse, mettre des copeaux dans un certain nombre de choses pour avoir ce fameux goût Parker. Et à l'heure actuelle, on voit comment, en réalité, les façons de faire le vin et les ustensiles, on voit comment, par exemple, il y a un retour vers les amphores, la terre, pour toutes les nouvelles techniques de l'Antiquité, pour avoir des goûts qui sont sans doute de l'ordre de l'imaginaire, mais qui effectivement ont une incidence, mais mesurable, quantifiable, sur la saveur. Je ne dis même pas le goût, sur la saveur du vin en tant que tel. Donc, vous voyez, c'est un exemple qui est simple, mais qu'on va retrouver sans doute. Vous voyez l'engouement actuel dans les villes pour les petites cocottes en verre. Bon, alors, tout de suite, la cocotte en verre, ça a un meilleur goût que si c'est dans le plastique. Moi, personnellement, si je n'ai pas vu au départ si c'est dans l'assiette, je ne fais pas vraiment la différence. Mais la représentation qu'on va s'en faire, la mobilisation sensorielle, va être sans doute marquée par le contenant proprement dit. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Donc, oui, une question. Ah, pardon, encore une question, puis ensuite je vous passe la parole. J'ai une question pour monsieur Bruno Lariou. A-t-on trouvé des cas similaires à celui d'Agnès Sorel ? Alors, il y a des cas similaires, vous voulez dire des analyses paléopathologiques ? Je vois pas où vous êtes. Ah, celui-là.
Ah voilà, merci. Excusez-moi. Non, c'est les circonstances de la mort d'Agnès Sorel semblent assez particulières, mais a-t-on trouvé des cas similaires à celui d'Agnès Sorel d'empoisonnement au mercure Alors, empoisonnement au mercure, je ne suis pas sûr. On a trouvé des empoisonnements à la céruse, hein, c'est un classique, hein, au plomb en général et à la céruse. Donc, par exemple, on a trouvé chez des... alors ça n'a rien à voir avec Agnès Sorel, hein, je précise. Hein. On a trouvé des religieuses dans des monastères qui souffraient beaucoup de la céruse, vous voyez, et donc... et des intoxications au plomb. Hein. Donc au mercure, il faudrait que je fasse un peu des analyses plus précises pour répondre à votre question, hein, très précisément. Là, ça paraît assez clair. Hein. La concentration paraît assez claire. Après, effectivement, Régis a soulevé un lièvre, si je puis dire, pour voir s'il n'y avait pas d'autres causes à cette concentration de mercure. Voilà. Alors, on s'est beaucoup intéressé. Vous savez, c'est finalement, on dit toujours qu'on fait de la science fondamentale, mais souvent on fait de la science appliquée. C'est parce qu'on s'intéressait beaucoup au cas d'Agnès Sorel, qu'elle avait été, qu'on avait suspecté qu'elle soit morte d'empoisonnement. Du coup, qu'on a fait ces recherches-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que y a d'autres cas qui nous attendent. Hein. Et selon les circonstances, aujourd'hui, c'est sûr que quand on fait une exhumation, qu'on essaye de faire une réinhumation, on essaye d'avoir toutes les possibilités de faire une analyse complète. Alors ça présente des coûts, hein, non négligeables, bien sûr. On trouve ce type d'empoisonnement beaucoup au travers des maladies professionnelles. Et, voilà. Et puis je pense dès le XVIIIe siècle, vous voyez par exemple tous les doreurs à la feuille d'or, donc pour l'utilisation de l'or, on utilise beaucoup le mercure, ont des empoisonnements au mercure. Donc voilà, c'est assez courant et c'est ce qui va expliquer le développement de la médecine légale. Et j'en vois beaucoup aux travaux d'Orfila, par exemple, qui va chercher à déterminer les concentrations de métaux dans le sang pour savoir justement quand on a un empoisonnement, alors après volontaire ou pas, donc on va chercher à comprendre d'où vient la contamination pour savoir si c'est un empoisonnement volontaire ou fortuit. Moi, c'est une question, enfin, c'est pas une question, mais plus ou moins un commentaire que je souhaiterais avoir de la part de Catherine Beaumont et d'Yves Couvarnous. Au fond, jusqu'à présent, nous avons entendu parler du risque et nous avons entendu parler de la réglementation. Mais pour nos jeunes collègues et étudiants, derrière se pose la question de comment se fait la science. Et en gros, sur ces problèmes-là particuliers qui sont les perturbateurs endocriniens, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur finalement les programmes qui pourraient exister, soit au niveau du CNRS, soit lancés par le ministère, soit au niveau européen? Autrement dit, y a-t-il une incitation aujourd'hui à ce que les chercheurs que vous êtes, que ce soit du CNRS, de l'INRA ou autres, travaillent dans ces domaines-là? Et peut-être derrière, qu'est-ce qu'il y a comme start-up ou comme débouché industriel de gens qui vont tester ces perturbateurs endocriniens et répondre peut-être soit à la demande des pouvoirs publics, soit à la demande des industriels eux-mêmes? En fait, moi j'avais démarré, je travaille toujours sur la physiologie de la reproduction, les aspects moléculaires, et en fait j'étais amené à travailler sur les perturbateurs endocriniens il y a une douzaine d'années, lors d'un appel d'offres européen, donc avec d'autres personnes donc, de différents labos, danois, allemands, anglais, etc. On a été amenés à travailler tous ensemble sur un appel d'offres européen sur les perturbateurs endocriniens, donc une demande sociétale relayée par la communauté européenne pour travailler là-dessus. Alors qu'en général, à l'INRA ou au CNRS, on choisit quand même plus ou moins, alors il faut rester dans certains cadres, mais on choisit plus ou moins ces sujets d'études. Donc on était venu me chercher en quelque sorte pour travailler sur les aspects perturbateurs endocriniens, sur la fonction de reproduction. Et donc depuis, je me suis un peu plus intéressé aux perturbateurs endocriniens. Donc je pense qu'on parlait de confiance tout à l'heure, et le fait de travailler dans des instituts nationaux, publics, avec une certaine indépendance, nous permet de produire des résultats qu'on peut rendre publics pour les industriels ou pour le public, justement, pour pouvoir ensuite
se servir de ces résultats, comme je disais, auxquels on peut faire confiance, de manière à ensuite travailler dessus. Alors là, c'est pour la recherche fondamentale. La recherche appliquée, donc, va être effectivement les producteurs de produits, soit pharmaceutiques, soit autres, qui vont avoir besoin de chercheurs pour produire des produits qui gardent leur efficacité et en ayant le moins de défauts toxicologiques possible. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je voudrais juste rajouter qu'effectivement, en région centre, il se trouve qu'il y a beaucoup de recherches sur les perturbateurs endocriniens, que donc le conseil régional a lancé une action pour les recenser et pour les favoriser. Donc ça, c'est aussi un point important par rapport à une des questions qui avait été posée sur les contaminations des eaux, notamment. Il y a eu plusieurs études de fait entre CNRS, INRAE, Université, BRGM. Donc il y a effectivement des contaminations. Après, tout le problème, c'est de les traduire en risque, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je pensais de façon générale, juste rappeler des règles de statistiques de base. C'est-à-dire que c'est un risque pour identifier un effet. On identifie facilement un effet fort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'individus, de beaucoup d'observations. Pour mettre en évidence un effet qui est très élevé, quand on voit la peste au Moyen-Âge, il n'y avait pas besoin de faire des études complexes pour comprendre qu'il y avait quelque chose qui entraînait des maladies. Quand c'est des risques plus faibles, plus lointains, c'est beaucoup plus compliqué, il faut des effectifs plus importants, ce qui explique les durées. C'est des raisons statistiques aussi. Et inversement, montrer qu'il n'y a pas de risque, ça c'est très compliqué. Parce qu'il est plus facile de montrer un effet que de pouvoir conclure à l'absence d'effet. C'est ce qu'on appelle le risque de deuxième espèce en statistique. Et ça, on sait que si on veut, plus on veut affirmer qu'il n'y a pas de risque très faible, plus il faut des effectifs importants, des études longues. Ça, c'est une notion statistique qui est incontournable et qui explique aussi les difficultés qu'il y a à conclure. C'est une raison scientifique. Et ce que je voulais aussi dire, c'est comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Corbeau d'un point de vue sociologique, mais d'un point de vue scientifique aussi, on cherche des études, on fait des études sur des sujets de plus en plus complexes. Et en fait, les sujets complexes, il n'y a pas de réponse simple noir ou blanc, il n'y a pas un produit qui va être parfait sans risque et un produit qui va présenter tous les risques. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est un optimum entre tous les risques on l'a bien vu dans les exposés, notamment sur les aspects historiques. C'est des choses qui semblaient dangereuses avant ne le semblent plus. La notion de risque évolue, les sujets sont complexes et intellectuellement, on a tendance à vouloir une réponse simple, alors qu'en fait, la réalité est bien plus complexe et on choisit de se protéger au mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu frustrant, mais à laquelle la science ne peut rien, c'est la réalité du monde. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais... Ah, encore une question. Bonjour à tous, je viens de Loches et du coup j'aimerais revenir sur Agnès Sorel. J'ai lu beaucoup de choses et effectivement Agnès Sorel se blanchissait la peau avec des crèmes à base de mercure et d'arsenic et je voulais vous demander combien de temps on pouvait tenir en étant en contact avec du mercure comme ça. Alors là, je ne sais pas d'où vous tenez cette info-là, parce que vous dites elle se blanchissait la peau comme ça, comme si. Là, à ma connaissance, on n'a pas de... Je ne sais pas où vous êtes, excusez-moi, on ne voit pas. Ah voilà. À ma connaissance, on n'a pas de comptabilité. On a les comptes d'obsèques, et j'ai bien regardé les comptes de l'exécuteur testamentaire. J'ai rien trouvé, ça j'aurais bien aimé, trouver de produits, et j'ai pas de livre de recettes d'Agnès Sorel, donc je ne sais pas si véritablement il y avait l'utilisation de mercure pour blanchir la peau, mais après ce qu'a dit Régis, peut-être c'est quelque chose qu'il faut effectivement creuser. Ça me paraît présenter des dangers, ça c'est incontestable, donc je suis bien d'accord avec vous. Mais la céruse elle-même, c'est quelque chose qui est utilisé régulièrement et qui est extrêmement dangereuse aussi, donc on le sait. Donc peut-être je vais être un peu brutal, elle a eu de la chance de mourir à 28 ans, parce qu'après, ça serait peut-être mal passé au point de vue dermatologique, entre autres. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais si, voilà. Mais le jour, si vous arrivez à mettre la main sur les recettes d'Agnès Sorel, là, ça va être le scoop, là.
Donc en tout cas, d'une façon générale, on a bien compris, c'est des questions qui sont complexes et surtout, la première question à se poser, c'est peut-être de savoir nos pratiques nous-mêmes, est-ce qu'elles nous exposent à ce genre de produits et est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires et est-ce que cette réflexivité-là, c'est pas la première des questions à se poser quand on parle de perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup. Je vois qu'on est arrivé à 12h10, on a donc tenu à peu près les délais. Merci encore, c'était passionnant et puis j'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à certaines de vos questions. Et on se retrouve cet après-midi, probablement pour certains d'entre vous, pour la suite de cette journée sur l'environnement, la santé et le bien-être.